Plus que jamais, l'économie est au cœur de nos vies, de nos préoccupations, que ce soit dans notre portefeuille ou dans le monde. Mais ça demeure une créature mystérieuse pour beaucoup de gens, l'économie. Et un des meilleurs pédagogues de l'économie au Québec est Gérald Filion, animateur de l'émission quotidienne Zone Économie à RDI. Grand plaisir de l'accueillir en studio. Gérald, bonjour. Bonjour, Patrick. On va commencer avec une nouvelle fraîche. C'est tombé il y a une demi-heure à peine, là, Statistique Canada qui a sorti les chiffres de l'inflation. 3 au Québec, 2,3 dans le reste du pays. Qu'est-ce que tu lis là-dedans? Moi, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les prix de l'alimentation. Toujours les coûts de l'alimentation, parce que le grand public, les ménages, les gens en général sont touchés par quoi? Par l'alimentation et les coûts du logement. L'alimentation, sur 12 mois, 7,3 et le logement, 1,7 Donc, amélioration du côté du logement, mais l'alimentation reste lourde. Donc, de façon générale, d'avoir un taux d'inflation à 2,3 ça veut dire qu'on est à peu près dans la cible de la Banque du Canada qui ne bougera pas ses taux d'intérêt. Qui est 2 Qui est 2 Sa cible, c'est 2 mais avec un coût de l'alimentation à 7,3 les leaders politiques, les décideurs n'ont pas le choix de s'occuper du coût de la vie, d'abord et avant tout. Puis il y avait un sondage encore en fin de semaine qui montrait que la grande priorité des Québécois, des Canadiens, c'est vraiment le coût de la vie. Mais est-ce que le politique, que ce soit à Québec, que ce soit à Ottawa, peut vraiment avoir un impact sur l'inflation, sur le coût de la vie? Très difficile parce que vous ne pouvez pas dire à Métro de baisser leur prix. Vous ne pouvez pas tout à coup augmenter les salaires de 25 pour régler l'ensemble de la situation. Le gouvernement fédéral récemment a décidé d'augmenter le crédit sur la TPS. Donc, ce qu'il faut faire surtout, c'est d'aider les gens dont une grosse partie de leur budget va à l'alimentation puis une grosse partie au logement. Les plus pauvres. Et les plus pauvres, donc les personnes qui sont les moins nantis. Puis être moins nanti, c'est pas juste les gens qui font 20 000 $ par année. Vous pouvez être dans la classe moyenne puis vous sentir que vous avez des problèmes à arriver à chaque mois. On sait que les banques alimentaires sont pleines présentement. Donc, il y a sans doute des gestes à poser sur le plan fiscal, sur le plan économique pour aider la population. L'autre partie, c'est que si vous n'avez pas cette... Comme décideur, si vous ne sentez pas que les gens ont besoin d'un soutien, bien, vous perdez la touche. Puis la majorité des politiciens au cours des dernières années sont devenus quand même très impopulaires, ici au Québec, avec M. Legault notamment, parce que le coût de la vie change tout. C'est difficile quand vous avez de la difficulté à payer votre loyer ou à manger, à payer votre épicerie, de débattre de d'autres sujets dans l'actualité, puis de débattre de d'autres enjeux sociaux quand vous n'arrivez pas. Mais il y a le paradoxe. On demande à la classe politique de faire quelque chose, et là, on s'active. Je regarde aller Pierre Poilievre et tous les partis au fédéral, au provincial disent la même chose. On va vous aider, on va trouver des mesures. Mais dans la réalité des choses, Gérald, si je comprends bien, l'arsenal est limité. L'arsenal est limité. Alors, il est où l'arsenal? Il est justement dans le fait d'augmenter, par exemple, le crédit sur TPS ou d'augmenter le crédit de solidarité. Les baisses d'impôts, ça ne change pas grand-chose. Hein? C'est un petit coup sur un moment, il peut y avoir une baisse d'impôts, ça peut peut-être aider. Après, effectivement, l'arsenal des politiciens entre leurs mains est assez difficile. Monsieur Legault a sorti des statistiques pour expliquer, c'était à la mi-janvier, et tu as fait une analyse là-dessus pour dire, regardez, depuis qu'on est arrivé au pouvoir en 2018, le pouvoir d'achat a augmenté, l'économie s'est améliorée. 2 questions là-dessus. Est-ce qu'un parti politique, en quelques années, peut vraiment recadrer l'économie, l'améliorer? Un parti politique, un politicien, un premier ministre, une équipe ministérielle peut avoir des objectifs pour améliorer le contexte. Dire, voilà, ici, là, c'est plus facile d'investir, c'est plus facile d'amener une entreprise. Améliorer le contexte, c'est pas que donner des subventions, là. C'est pas que ça, là. Améliorer le contexte fiscal, le contexte de la main-d'œuvre. On a des gens très compétents, on a du monde disponible. Quand vous avez une pénurie de main-d'œuvre qu'on a connue, c'est difficile après d'attirer des entreprises pour aller chercher dans un bassin où il manque de monde. Alors, ça, c'est un contexte. Et oui, une équipe peut faire une différence là-dessus. Après, il y a un paquet de facteurs qui viennent d'ailleurs au Canada, qui viennent des États-Unis. Le contexte américain, bien sûr, change notre propre contexte. Qui aurait pu prévoir qu'on aurait
des tarifs douaniers, qu'on serait aux prises avec l'incertitude avec laquelle on doit composer présentement. Il y a beaucoup de facteurs extérieurs. Donc, il n'y a pas que la politique gouvernementale qui va orienter, bien sûr, l'économie. Et François Legault a dit aussi, bon, le pouvoir d'achat a augmenté, les salaires ont augmenté. Et Gérald, tu es arrivé avec une analyse sur le site de Radio-Canada où tu as dit, oui, globalement, peut-être, mais faut pas oublier que les moins bien nantis, encore une fois, pour eux, ça n'a pas changé grand-chose. Et que pour, en fait, la majorité des gens, on ne sent pas, depuis la pandémie, on va dire, que le pouvoir d'achat ou le revenu disponible des gens s'est amélioré. Vous avez beau donner, comme M. Legault l'a fait, et a fait, tu sais, les calculs sont tout exacts, là. Pas de problème avec ça. Le ministère des Finances fait un très bon travail. De 2018 à 2024, ils ont calculé que le revenu disponible, donc notre pouvoir d'achat, en quelque sorte, a augmenté plus vite au Québec qu'ailleurs au Canada. Parfait. Mais après, quand vous regardez par strate de la population, quand vous regardez par région, quand vous regardez, vous divisez tout ça, vous vous rendez compte qu'une majorité de la population ne vit pas ça, ne sent pas ça. Et tout est affaire de perception aussi. Nos attentes ne sont pas toujours les mêmes. Alors, nos perceptions ne sont pas les mêmes sur la situation qui s'est améliorée. Et quand le logement et l'alimentation occupent une place aussi importante dans votre budget, vous avez beau dire que le pouvoir d'achat s'est amélioré, vous ne le sentez pas. Donald Trump, maintenant. Je veux qu'on parle de Donald Trump et de son impact sur notre économie, l'économie du monde. Il y a un an, quand il est arrivé et qu'il a commencé à distribuer des tarifs douaniers comme des bonbons, on a craint, disons, l'hécatombe. C'est pas idéal, mais c'est pas l'hécatombe un an plus tard. Non. Pourquoi? C'est pas l'hécatombe. C'est-à-dire que le gros problème avec Trump, c'est l'incertitude qu'il crée. Et c'est ça qu'il veut créer. Donc, il menace, il intimide, il crée de l'incertitude. Et c'est cette incertitude-là qui nuit à notre économie beaucoup plus que les tarifs douaniers. Parce que nous, on a l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Et ça, si ça tombait, si les États-Unis se retiraient de cet accord-là, nouvelle menace d'ailleurs du président Trump, ça aurait un impact épouvantable sur notre économie parce que plus de 85% de ce qu'on exporte aux États-Unis n'est pas touché par les tarifs douaniers parce qu'on a l'accord Canada, États-Unis, Mexique. On a un document épais comme ça qui nous protège de ça. Donc, il reste un 10-15% qui est touché par des tarifs et il y a des tarifs douaniers de 25, 35 jusqu'à 50% qui sont appliqués sur certains secteurs d'activité qui sont touchés par ça. Mais au global, 3-4% le tarif effectif sur l'ensemble de l'économie canadienne. Donc, on s'en sort beaucoup mieux qu'on pensait, mais l'incertitude a un effet encore plus important que les tarifs en soi. Ensuite, le président se rend bien compte, sous toutes sortes de pressions qui viennent de l'intérieur des États-Unis ou des marchés financiers, qui ne peut pas appliquer le grand panneau qu'il avait dans les mains au mois d'avril dernier avec un paquet de chiffres un peu partout sur l'ensemble de la planète. Donc, à peu près tout ce qui est sur ce panneau-là n'a pas existé finalement ou a été retiré ou transformé parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça dans une économie mondialisée où les chaînes d'approvisionnement sont très intégrées. Donc, il a été obligé de reculer. Puis le dernier point, je pense, qui a le plus d'impact sur lui, c'est les marchés financiers. Quand les taux d'intérêt se mettent à monter, quand le dollar américain est affecté par la confiance, quand la confiance des investisseurs commence à baisser envers le pays le plus sûr, le plus dominant, le plus puissant, la plus grande valeur refuge du monde qui s'appelle les États-Unis, quand cette confiance-là commence à être ébranlée, on a un problème. Est-ce que c'est vrai que la dette américaine est insoutenable? Et qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour que les États-Unis commencent à souffrir de cette dette. Je pense qu'on est autour de 30 000 milliards de dollars américains de dette. C'est plus de 100% du PIB quand on fait l'équivalent. Tant et aussi longtemps que les États-Unis demeurent la carte maîtresse, le point cardinal du monde, le phare avec le dollar américain, avec les investissements en technologie, tant que la grande confiance demeure envers les États-Unis, vous pouvez avoir la dette que vous voulez, ce pays-là va demeurer solide. Un pays comme la Grèce avait une dette beaucoup plus petite que les États-Unis, mais est tombée en faillite complètement parce qu'elle avait perdu la confiance des marchés. Alors, les États-Unis demeurent un pays envers lequel les investisseurs ont grandement confiance. Et même avec Trump, et peut-être grâce à Trump qui baisse les impôts, généralement Wall Street apprécie ça, dérégule, généralement Wall Street apprécie ça aussi.
tant qu'il ne va pas plus loin que ça et qu'il ne dérange pas davantage, la confiance demeure. Mais quand vous êtes en train d'appliquer des tarifs douaniers à tout le monde comme ils voulaient le faire en avril dernier, on a senti le vent de panique à ce moment-là. Mais n'oubliez pas que les États-Unis sont une terre exceptionnelle d'innovation, de créativité. Les plus grandes entreprises sont là. Les technologiques sont là, sont collées à Trump d'ailleurs. Toute l'IA se développe à vitesse grand V aux États-Unis présentement. Donc, je ne vois pas là, le modèle s'effondrer malgré tout ce qu'on peut dire du président Trump. Dernier point que je vais aborder avec toi. Tu as fait une analyse, Gérald Filion, sur le site de Radio-Canada sur le déclin démographique du Québec. Ouais. Tu as parlé de l'éléphant dans la pièce dont personne ne parle. D'abord, c'est quoi un déclin démographique? Un déclin démographique, c'est une baisse du nombre de personnes que nous avons dans la population. Et ça, on va vivre ça d'ici 2030. Il va y avoir moins de gens dans la population. Ça, on a connu une forte poussée de population dans les dernières années, croissance qui vient beaucoup de l'immigration essentiellement. Et dans les prochaines années, étant donné qu'on a fermé le robinet à Québec et à Ottawa, on va baisser. Et d'ici 2050, selon les projections qui sont faites, c'est pas tant un déclin qu'une stagnation démographique. L'Ontario va avoir 2-3 millions de personnes de plus d'ici 2050. L'Alberta aussi. Mais le Québec, 0 personne de plus. Même qu'on va baisser un petit peu. Selon les projections, l'Institut de la Statistique Canada fait ça. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de décès que de naissances. Plus ça va, plus il y a de décès que de naissances. Vieillissement de la population, donc notre croissance de population va venir que de l'immigration. Comme je vous dis, on a resserré l'immigration, donc ça vient... Mais le problème n'est pas là, parce qu'on peut rester à 9 millions de personnes pendant 25 ans. Pierre Fortin le dit très, très bien, il n'y a pas de problème en termes de richesse par habitant puis de niveau de vie. Le problème, c'est notre vieillissement de la population. On a une forte hausse en ce moment et dans les prochaines années des personnes de 65 ans et plus, alors qu'on stagne en termes de population active. Si on était une jeune population, ça serait une autre histoire. On pourrait avoir une stagnation. Absolument. L'important, c'est d'être capable de payer nos services publics, puis de payer nos services publics dans un contexte où les besoins en santé ne font que grandir. Déjà que ça craque en ce moment, imaginez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand les gens vont avoir, les baby boomers vont être davantage à 75, 80, 85 ans, les besoins en santé nécessairement augmentent. Donc, cette pression sur les services publics avec une population en âge de travailler qui ne grandit pas, bien, ça va faire des grosses pressions économiques et sur les finances publiques. Toujours un plaisir d'échanger avec toi en studio et de te regarder à Zone Économie chaque soir à 17h55 à RDI. Gérald Filion, merci beaucoup. Merci, Patrick. À la prochaine.